Bienvenue à cette nouvelle exploration documentaire. Aujourd'hui, on s'aventure dans un territoire qui vraiment défie l'imagination, les abysses marins. Imaginez un peu un paysage d'obscurité quasi totale, hein, à des kilomètres sous la surface. La seule lumière, elle vient parfois d'étranges créatures bioluminescentes. On dirait des étoiles qui flottent dans un vide liquide. C'est un univers silencieux, peuplé de formes de vie si singulières qu'on dirait qu'elles viennent d'un autre monde. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que plus de 95% de ce royaume reste encore totalement inconnu. Oui, c'est une réalité assez déconcertante, on peut dire. On connaît mieux la surface de la Lune ou même de Mars que nos propres fonds océaniques. Les obstacles sont considérables. La pression, par exemple, elle augmente d'une atmosphère tous les 10 mètres. Alors, imaginez, à 4000 mètres, elle est 400 fois plus forte qu'ici à la surface. C'est énorme. Technologiquement, c'est un défi immense de concevoir des engins qui résistent à ça. Parfois plus complexe, oui, que d'envoyer une sonde dans l'espace. D'accord. Notre objectif aujourd'hui, pour cette analyse, c'est donc de lever un petit coin du voile sur ce monde caché. On va découvrir quelques-unes des créatures les plus extraordinaires qui y vivent et essayer de décrypter leurs adaptations biologiques fascinantes. On va s'appuyer pour ça sur les infos et les images incroyables partagées par la chaîne Vue d'ailleurs. Elle nous sert un peu de guide dans cette descente. C'est une vraie immersion dans un domaine où chaque découverte peut remettre en question ce qu'on croyait savoir. Alors préparons-nous pour cette incursion dans les profondeurs fascinantes et souvent très étranges du monde sous-marin. On pourrait commencer par une créature qui est devenue célèbre, un peu malgré elle, j'ai l'impression, le blobfish Psychrolute marcidus. Il a été propulsé sur le devant de la scène, souvent moqué comme l'animal le plus laid du monde. Ça vient d'une photo, d'un spécimen remonté en 2003. Il faut avouer que, hors de l'eau, son apparence est déroutante. C'est une masse gélatineuse, une tête énorme, molle, la peau flasque. Il a l'air un peu triste, informe. Oui, mais c'est vraiment essentiel de le dire. Cette apparence, c'est un artefact complet de la décompression. C'est pas du tout ça son apparence normale. C'est un peu comme si on jugeait un astronaute juste après son retour sur Terre, sans sa combinaison. Dans son environnement naturel, entre 600 et 1200 mètres de profondeur, au large de l'Australie, la pression est à peu près 100 fois supérieure à la nôtre. Et cette pression lui donne une forme de poisson tout à fait normale, si on veut. Bon, peu musclé, c'est vrai, il n'a pas besoin d'être rigide. Ah, d'accord. Et pourquoi cette absence de structure? C'est ça l'adaptation principale? Exactement. Là où d'autres poissons utilisent de l'énergie pour flotter avec une vessie natatoire remplie de gaz, donc le blobfish, lui, a une autre approche. Une vessie natatoire, sous une telle pression, elle imploserait, tout simplement. Donc sa chair, c'est surtout une masse gélatineuse. De l'eau, des lipides. Et sa densité, juste un peu moins que l'eau autour. Ce qui fait qu'il flotte naturellement, sans effort, juste au-dessus du fond. C'est une économie d'énergie énorme dans un milieu où la nourriture est rare. Donc cette laideur qu'on voit en surface, c'est en fait la preuve d'une optimisation énergétique extrême. C'est ça, la laideur fonctionnelle. C'est fou. Son corps tout mou est sa solution pour survivre là où tout est écrasé par la pression et où il y a peu à manger. Et son mode de vie doit s'en ressentir, j'imagine. Tout à fait. C'est pas un grand chasseur, hein. Il pratique ce qu'on appelle la chasse sit and wait, mais en version ultra passive. Il reste quasi immobile, posé sur le fond ou flottant juste au-dessus. Et sa grande bouche, elle avale ce qui passe à portée. Des petits crustacés du fond, des détritus marins, peut-être des organismes gélatineux qui dérivent. Son métabolisme doit être très lent, adapté à ça. Il y a même des observations qui suggèrent une forme de comportement parental. Les femelles garderaient leurs œufs, ce qui est assez rare à cette profondeur. C'est fascinant de voir comment une forme qui nous semble si peu performante est en réalité le top de l'efficacité dans ce contexte précis. Donc, la leçon clé avec le blobfish, c'est que notre jugement esthétique est complètement biaisé par notre propre environnement. Ce qui nous paraît informe est un chef-d'œuvre d'adaptation. Précisément, c'est un survivant parfaitement adapté à son monde. Mais malheureusement, même lui n'est pas à l'abri. Sa zone de vie correspond à certaines zones de pêche profondes, notamment celles qui ciblent l'oplostété orange avec le chalutage de fond. Du coup, le blobfish se retrouve souvent pris dans les filets, comme prise accessoire. Et vu sa probable faible population et son cycle de reproduction sûrement lent, c'est une vraie menace. Sans parler du réchauffement climatique et de l'acidification qui pourrait aussi affecter son habitat à long terme.
Une icône involontaire est déjà menacée. C'est triste. Bon, si le blobfish est un maître de l'adaptation passive à la pression et à l'obscurité, il y a d'autres créatures des profondeurs qui sont devenues, elles, des virtuoses de la lumière active. Absolument. Et ça nous amène à une autre famille de poissons tout aussi étonnante, même si on en parle moins. Les poissons H, du genre Argiopelecus. Eux sont bien plus petits, en général 5 à 10 cm maximum. Leur nom vient de leur forme très spéciale. Un corps très plat sur les côtés et un ventre proéminent. Ça ressemble un peu à une lame de hache. On les trouve dans les zones mésopélagiques et bathypélagiques, dans tous les océans tempérés et tropicaux, disons entre 200 et 1000 mètres de profondeur. Et leur truc le plus frappant, c'est qu'ils produisent leur propre lumière, c'est ça? Oui, ce sont des maîtres de la bioluminescence. Leur ventre est équipé de plusieurs rangées de photophores. Ce sont des organes assez complexes qui produisent de la lumière. C'est une réaction chimique, un peu comme chez les lucioles, avec de la luciférine et une enzyme, la luciférase. Et ces photophores sont tournés vers le bas, ils émettent une lumière bleuâtre, la couleur qui pénètre le mieux dans l'eau profonde. Mais c'est pas juste pour faire joli ici, hein. Il y a une histoire de camouflage hyper sophistiquée derrière ça, la contre-illumination. Exactement. C'est l'une des stratégies de camouflage les plus évoluées qu'on connaisse dans le règne animal. C'est assez incroyable. Pendant la journée, même à plusieurs centaines de mètres, il reste un tout petit peu de lumière solaire qui filtre d'en haut. Alors pour un prédateur qui regarde vers le haut, la silhouette sombre d'un poisson H se détacherait sur ce fond un peu plus clair. Mais grâce à ses photophores sur le ventre, le poisson H émet sa propre lumière vers le bas. Et il peut ajuster l'intensité pour qu'elle corresponde exactement à celle de la lumière ambiante qui vient d'en haut. Attends, il peut régler l'intensité de ses lumières, c'est dingue ça. Oui, c'est ça qui est fou. Il a des cellules sensibles à la lumière sur son dos, qui mesurent la lumière ambiante. Et il ajuste en temps réel l'émission de ses photophores pour se fondre parfaitement. Vu de dessous, sa silhouette disparaît, littéralement. C'est un camouflage actif, dynamique. Et en plus, ses flancs sont très argentés. Ils agissent comme des miroirs. Ça réfléchit la lumière ambiante, donc difficile de le voir de côté aussi. La totale. C'est génial dans sa précision, hein. Arriver à calibrer sa propre lumière comme ça, c'est un niveau de contrôle biologique stupéfiant. Ça nous montre bien à quel point la lumière, même infime, elle structure complètement cet écosystème. Absolument. La bioluminescence, c'est omniprésent dans les abysses. On estime que 80 à 90% des organismes qui vivent en dessous de 200 mètres peuvent en produire. Et les fonctions sont hyper variées. Camouflage, comme on vient de le voir, mais aussi leurre pour attirer les proies. On pense au poisson pêcheur avec sa lanterne. Ça sert aussi pour la communication entre individus, reconnaître un partenaire, faire des parades nuptiales. D'ailleurs, chaque espèce de poisson H a un motif unique de photophore. Et puis ça peut servir à se défendre. Émettre des flashs pour aveugler ou des nuages lumineux pour dérouter un prédateur, c'est un véritable langage de lumière dans le noir. Le message clé ici, c'est donc que loin d'être un monde juste sombre et vide, cette zone mésopélagique est animée par un balai hyper complexe de signaux lumineux, essentiels pour survivre et interagir. Exactement. Et cette maîtrise de la lumière soulève une autre question. Comment ces animaux voient-ils leur environnement? Comment ils perçoivent dans ce noir quasi total juste éclairé par ces flashs? Et ça nous amène à une autre merveille d'adaptation, visuelle cette fois. Ah, je crois savoir de qui on va parler. Le poisson barlé Macropina microstoma, celui qui a l'air d'avoir un cockpit transparent sur la tête. C'est peut-être une des visions les plus surréalistes qu'on ait eues des profondeurs, non? C'est effectivement une créature déconcertante. Ce poisson vit entre 600 et 800 mètres, dans le Pacifique Nord. Et il a cette caractéristique anatomique unique. Une grande partie de son crâne est couverte par un bouclier transparent rempli de liquide. À travers ce dôme, on voit directement à l'intérieur de sa tête, et notamment ses yeux. Et les yeux, c'est ça le plus fou dans l'histoire, non? Ils sont verts, en forme de tube, et ils peuvent bouger. Précisément, les yeux sont de grands tubes dirigés vers le haut, avec de très larges lentilles. Le vert, c'est dû à un pigment jaune qui filtre la lumière du soleil résiduel. Ça l'aide à mieux distinguer la bioluminescence de ses proies, souvent des méduses, des siphonophores, qui se détachent sur ce fond. Mais le plus incroyable, et ça on l'a découvert assez récemment, c'est que ces yeux ne sont pas fixes.
Ils sont dans des cavités à l'intérieur du dôme transparent et ils peuvent pivoter. Pivoter, c'est-à-dire qu'il peut regarder en haut, puis basculer ses yeux pour regarder droit devant lui. C'est exactement ça. Normalement, quand il flotte tranquillement, ses yeux regardent vers le plafond au-dessus de lui pour repérer des proies. Mais quand il en voit une et qu'il s'apprête à l'attraper, hop, il peut faire pivoter ses yeux vers l'avant pour viser précisément sa nourriture avec sa petite bouche. Et le dôme transparent protège ses yeux, qui sont sensibles, peut-être contre les cellules urticantes des méduses qu'il mange, par exemple. Mais attends, ce dôme transparent, ça a l'air hyper fragile. Comment ça tient avec la pression, les chocs éventuels? C'est une excellente question. Les biologistes se la posent encore. Sa composition exacte, sa résistance, c'est encore à l'étude. Il est sûrement plus résistant qu'il n'y paraît. Ou alors, il vit dans un environnement où les impacts violents sont rares. Ce qui est fascinant, c'est que cette mobilité des yeux, on ne l'a comprise qu'en 2008 ou 2009. Le poisson avait été décrit en 1939, mais à partir de spécimens morts, ramenés dans des filets. Et le dôme transparent était toujours détruit pendant la remontée. Donc les scientifiques pensaient que ses yeux étaient fixes, pointés vers le haut. Ils se demandaient comment il faisait pour manger. Ça illustre parfaitement l'importance capitale de l'observation in situ, sur place, grâce aux technologies modernes comme les ROV, ces robots sous-marins téléguidés. Sans pouvoir filmer l'animal vivant dans son milieu, on passait complètement à côté d'une adaptation majeure, à la fois comportementale et anatomique. Absolument. Le bar Rayleigh, c'est l'exemple type. Il montre comment nos connaissances sur la vie profonde sont révolutionnées par l'exploration robotique. Chaque plongée d'un ROV avec des caméras HD peut révéler des comportements, des interactions, des adaptations physiologiques qu'on n'aurait jamais soupçonnées juste avec des spécimens morts. On réalise que ce qu'on voit sur un animal mort ou stressé en surface, c'est qu'une toute petite partie de sa vraie biologie. Le point essentiel à retenir avec le bar Rayleigh, c'est donc à quel point les adaptations peuvent être contre-intuitives et comment seule l'observation directe dans l'environnement naturel permet de vraiment les comprendre. Une belle leçon d'humilité scientifique. Tout à fait. Et ces trois exemples, le blobfish optimisé pour la pression, le poisson-hache maître du camouflage lumineux et le barlet avec sa vision pivotante, ce n'est qu'un minuscule aperçu, juste un échantillon de l'extraordinaire diversité et de l'ingéniosité adaptative qu'on trouve dans les abysses. On estime qu'il pourrait y avoir des centaines de milliers, voire plus d'1 million d'espèces encore inconnues là-dessous. Un potentiel biologique immense. Mais ce trésor de biodiversité, cette bibliothèque vivante de solutions trouvées par l'évolution, elle est confrontée à des menaces croissantes et bien réelles. On ne peut pas parler de ces merveilles sans parler aussi des dangers qui pèsent sur elles. C'est malheureusement le revers de la médaille. Même s'ils nous semblent loin, les écosystèmes profonds subissent de plein fouet l'impact de nos activités. La première menace, c'est la pollution. On a retrouvé les débris plastiques, surtout des microplastiques, jusque dans les fosses les plus profondes, comme la fosse des Mariannes. C'est fou. Ces particules sont mangées par les animaux abyssaux, elles rentrent dans la chaîne alimentaire et elles peuvent relarguer des produits chimiques toxiques. On trouve aussi des polluants organiques persistants, comme les PCB et certains pesticides, qui s'accumulent dans les graisses de ces animaux. Donc même à 10 000 mètres sous la surface, on retrouve les traces de notre société de consommation. C'est effarant. Et la pêche, j'imagine que ça pose problème aussi. La pêche en eau profonde, oui. Surtout le chalutage de fond. C'est une autre menace majeure. Ces techniques, ça consiste à traîner d'énormes filets lestés sur le fond marin pour attraper des espèces comme le grenadier, l'empereur ou l'oplostète dont on parlait. Non seulement ça capture massivement ces espèces ciblées, qui souvent grandissent très lentement et se reproduisent tard, donc très vulnérables, mais en plus, ça détruit complètement les habitats sur le fond. Les récifs de coraux d'eau froide, les jardins d'éponges, ça peut mettre des siècles, des millénaires à se former. Et là, c'est rasé, littéralement. Une destruction irréversible à notre échelle de temps. Et le changement climatique global, j'imagine qu'il n'épargne pas non plus les profondeurs. Non, effectivement, il affecte aussi et de manière significative. L'océan absorbe à peu près un quart du CO2 qu'on émet. Ça entraîne une acidification de l'eau de mer. Et cette acidification, ça rend plus difficile la formation des coquilles, des squelettes en calcaire pour plein d'organismes. Les coraux profonds, certains petits mollusques nageurs qui sont à la base de chaînes alimentaires. En même temps, le réchauffement des eaux de surface se propage lentement mais sûrement en profondeur. Ça modifie les températures auxquelles les espèces abyssales sont adaptées. Et puis le réchauffement et les changements de circulation océanique provoquent aussi une désoxygénation, une baisse de l'oxygène dans certaines zones profondes. Ça crée des sortes de zones mortes où la vie a du mal à survivre.
Pollution chimique, plastique, destruction des habitats par la pêche, acidification, réchauffement, manque d'oxygène. Le tableau est vraiment sombre. Le plus tragique, peut-être, c'est que cette biodiversité unique est en train de disparaître avant même qu'on ait vraiment eu le temps de la découvrir, de la comprendre. C'est exactement ça l'urgence. On risque de perdre des pans entiers d'une biodiversité dont on ignore encore presque tout, y compris les services qu'elle pourrait nous rendre, hein. Nouvelles molécules pour la médecine, compréhension des grands cycles de la planète. Protéger les océans profonds, c'est pas juste pour préserver des créatures bizarres, c'est une nécessité pour la santé de toute la planète et potentiellement pour notre propre avenir. Ça demande une prise de conscience globale, bien sûr, et des actions concrètes. Mieux gérer les pêches, créer des aires marines protégées efficaces en haute mer, réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre et notre production de déchets, notamment plastiques. Notre exploration touche à sa fin. On a juste effleuré un monde d'une étrangeté et d'une ingéniosité incroyable. Un monde invisible, mais qui joue un rôle crucial pour l'équilibre de notre planète. Du blobfish et sa survie passive, au poisson hache et son balai de lumière, jusqu'au bar relay et son regard qui pivote. Ces créatures nous rappellent la puissance, la créativité de l'évolution face à des conditions extrêmes. Mieux connaître ces merveilles cachées, c'est aussi mieux comprendre pourquoi c'est si vital de les protéger. Et peut-être, pour prolonger la réflexion, une dernière pensée. Face à cette immensité abyssale encore inexplorée et aux adaptations qu'on connaît déjà, qui semblent parfois relever de la science-fiction, ces yeux mobiles, ce camouflage lumineux qui s'ajuste tout seul, quelles autres stratégies de survie, quels mécanismes biologiques radicalement différents de tout ce qu'on connaît pourraient encore dormir dans les plaines abyssales ou les fosses les plus profondes? Quelles découvertes futures pourraient non seulement allonger notre catalogue du vivant, mais peut-être redéfinir notre compréhension même des limites et des possibilités de la vie? Une question qui lui donne le vertige, c'est vrai, et qui souligne l'immense champ de découvertes qui s'offre encore à nous, à condition bien sûr qu'on préserve cet univers unique. Merci d'avoir partagé cette analyse avec nous.